La France compte 4 millions de citoyens issus de l'immigration italienne, soit 7% de la population nationale. Je m'appelle Christopher Siminelli et j'en fais partie. Dans Tomate Mozza, je vous propose des rencontres avec ces Français qui ont un bout d'Italie au fond d'eux. Ils nous racontent leurs racines, leurs parents, leur rapport à l'Italie bien sûr, et surtout comment cela a défini ce qu'ils sont aujourd'hui. Bienvenue à tous dans ce premier numéro de Tomate Mozza. Je suis vraiment ravi de lancer... alors mon invité sourit quand j'ai prononcé Tomate Mozza. C'est vrai que ça fait rire tout le monde, mais je cherchais un nom à la fois simple et évocateur pour rappeler de quoi on va parler. On va parler d'Italie. Qu'est-ce qu'il y a de plus symbolique que Tomate Mozza pour parler d'Italie? Voilà, je suis ravi d'être là, de démarrer cette aventure. Ça fait longtemps que ça me trottait dans la tête, étant moi-même d'origine italienne, avec une culture italienne forte. Voilà, j'ai toujours voulu partir à la rencontre de personnes qui, comme moi, avaient cette même culture et qui, pour autant, sont totalement intégrés et sont aussi des amoureux de la France. Donc c'est un podcast qui est une déclaration d'amour conjointe à la France et à l'Italie. Voilà, je suis très content de démarrer cette aventure avec Fabrice Marcella. Fabrice Marcella, c'est un contact avant tout professionnel, mais il fait partie de ces relations professionnelles dont on sait qu'ils peuvent aussi devenir des amitiés dans la vie de tous les jours. Et par ailleurs, pour la petite anecdote, Fabrice a été, je pense, l'un des déclencheurs dans ce projet parce que au détour d'une conversation, on s'est mis à parler de l'Italie, de nos origines, et puis du coup, je me suis dit, mais oui, bien sûr, il faut que je remette ce projet sur la table. Et donc, voilà, je suis vraiment très content d'avoir Fabrice. Bonjour Fabrice. Bonjour Christopher. Bonjour Fabrice. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Bien sûr, mais avant tout, je te remercie pour ton introduction. Je te remercie également pour l'idée. Ça aurait pu être d'ailleurs comme petite pizzaiole et mozzarella. Je ne sais pas s'il y a eu un film comme ça, inavouable d'ailleurs, qui est passé en France avec Aldo Meccione, mais qui m'avait beaucoup fait rire à l'époque, mais ça date d'il y a quelques années. En tout cas, merci pour cette première. Donc, je suis Fabrice Marcella. J'aurais aimé d'ailleurs que mes parents m'appellent Fabrizio, mais ils ont préféré, et ils ont eu raison sûrement, pour que je m'intègre davantage, m'appeler Fabrice. Et je fais quoi aujourd'hui? Je dirige une structure d'accompagnement, un incubateur, peut-on dire, d'une centaine de startups. Ça s'appelle le Village by CA. Je dirige notamment celui de Paris, puisque aujourd'hui il y en a 37 partout en France. Et ma plus grande fierté, c'est surtout qu'il y en a aujourd'hui aussi en Italie. Donc on est bien dans cette double culture. Il y a un village aujourd'hui à Milan, également d'un grand nombre de startups. Et puis, on vient d'ouvrir celui de Parme. Donc, voilà en quelques mots ce que je fais. Donc, mon quotidien, c'est d'accompagner des entrepreneurs sur différents secteurs qui cherchent effectivement à se développer à mes côtés. Donc, CA, c'est pour Crédit Agricole, parce que tout le monde ne connaît pas forcément le village. Et donc, ça fait combien de temps que le village existe, Fabrice? Alors, le village parisien, puisque c'est le premier qui a été créé, qui a permis de démarrer cette aventure, date de quasiment 7 ans. Ça fait 7 ans qu'on mène cette aventure-là. Effectivement, c'est un projet qui est à l'initiative d'un grand groupe qui s'appelle le Crédit Agricole et qui visait principalement finalement à également l'inspirer, à lui permettre de se transformer, d'accélérer sa propre transformation digitale, d'avoir une autre manière de penser sa propre organisation et son propre travail. Et donc c'est bien ce mélange finalement, cette diversité de maturité sur les sujets, cette diversité également de secteurs représentés dans le village qui font la force aujourd'hui du village. Et donc juste dernière question sur le village, mais après on passera à l'Italie bien sûr. Et donc pour bien comprendre, le Crédit Agricole a des participations dans les boîtes que vous incubez, ou c'est juste de l'accompagnement en termes de formation, de networking, et puis après vous les laissez voler de leurs propres ailes? En fait, toutes les startups qui sont accueillies ici ont un sens pour une direction de l'innovation du Crédit Agricole, une direction de la transformation. C'est-à-dire qu'au contact de ces entrepreneurs, peut-être que des produits ou services innovants vont être intégrés dans nos propres produits et services innovants. Donc il n'y a pas forcément d'implication financière, dans un temps 1 en tout cas, auprès des startups que nous accompagnons. Ce n'est pas l'objectif initial. Peut-être que sorti du village, une fois que ces entreprises ont grandi, peut-être qu'effectivement ce type de relations peuvent se nouer, mais ce n'est pas l'objectif initial. C'est vraiment un objectif de synergie avec un monde qui est peut-être différent de celui du Crédit Agricole. Et juste pour finir, tu as un exemple de start-up que vous avez incubé et qui a apporté une valeur incroyable
au Crédit Agricole? Alors, oui, et il y en a même plusieurs. Il y a pas mal de startups aujourd'hui qui innovent dans le monde des paiements, par exemple. Je pense à l'une d'entre elles qui s'appelle EasyCap, qui permet notamment de collecter les données de paiement afin de permettre à des commerçants de mieux connaître des commerçants dans le monde physique, de mieux connaître le type de client qui se présente à eux. Et bien typiquement, ce type d'offre est aujourd'hui distribué également au travers des agences du Crédit Agricole auprès de leurs propres clients. Donc ça nous a permis finalement là de trouver un produit innovant à proposer à des clients, mais produit en tout cas par une start-up. Un exemple. Très clair, très clair. Bon, allez, on passe parle au de sujet, l'Italie. c'est ça On parle de l'Italie. Bon, Fabrice, donc tu es d'origine italienne, hein, sinon tu serais pas forcément, tu ne serais pas à mon micro. Donc raconte-nous un peu comment ta famille est arrivée en France, depuis combien de générations, quelle est ta région d'origine? Raconte-nous un peu. Alors en fait, alors déjà j'ai la double nationalité. Donc c'est le droit du sol et le droit du sang. Et alors le droit du sang parce qu'en fait mes parents sont nés en Italie et sont venus en France. Mon père est venu en France à l'âge à l'âge de 20 ans. 20 ans, il est venu en France notamment parce que il est venu pour chercher du travail. Et mon père était carreleur et ma mère est venue en France à l'âge de 11 ans. Les deux sont originaires de la même région et sont originaires même de la même ville quasiment. Ils sont originaires de l'une, donc ma mère de Cassino et mon père juste de la petite ville qui est à côté qui s'appelle Viticusa. Ce qui est assez drôle, c'est qu'ils se sont rencontrés en France en fait, alors même qu'ils étaient assez proches géographiquement en Italie. Et donc tes grands-parents, eux, sont restés en Italie, donc c'est vraiment une immigration de la génération juste avant la tienne. Je suis la deuxième génération finalement, celle qui est née en France, à la différence de mes parents. Okay. Mes grands-parents, effectivement, sont restés en Italie, et puis même un grand nombre de mes oncles et tantes, en fait. J'ai une bonne partie de ma famille qui vit toujours en Italie, oui, tout à fait. Et tes parents, ça se situe en quelle année, là, du coup? Tes parents sont arrivés en quelle année en France? Alors en quelle année? Oui, c'est une bonne question. C'est une bonne question, et je vais pas être très bon là. Allez, on sort les calculettes. Oh là là, ouais, peut-être il avait 20 dans ans, les années 60, ouais. Alors, mon père, il faut que je regarde. Mon père est né en 39, il avait 20 ans, donc c'est les années 60. Et puis ma mère, pareil, ils ont 10 ans d'écart. Donc ils sont arrivés quasiment au même moment, peut-être. Oui, c'est ça, ils sont arrivés au même moment. Mais ils ont 10 ans d'écart, donc ce qui explique pourquoi ma mère était plus jeune. Ouais, effectivement, c'est l'une des plus grosses périodes d'immigration italienne en France dans les années 60. Il y en a une plutôt au XXe siècle, mais années 60. Voilà, moi-même d'ailleurs, mes grands-parents sont arrivés en France dans ces eaux-là. Et toi, Fabrice, donc ils sont arrivés dans quelle région en France? Alors en fait, ils sont directement arrivés en région parisienne. Okay. Ils sont venus en fait. Mon père, lui, a fait différents pays avant de s'installer en France, donc il est passé notamment par la Suisse. Et puis en fait, ça se faisait beaucoup en fonction de l'immigration d'autres Italiens, et donc il a eu l'opportunité de venir en France à un moment où on cherchait également de la main-d'œuvre, et c'est comme ça que ça a démarré. Et quant à ma mère, elle a surtout suivi par la suite son père, donc mon grand-père, et mon grand-père en fait est venu en France 2 ans avant de rapatrier sa famille. Donc il n'a pas vu sa famille d'ailleurs pendant 2 ans. Très classique. Voilà, et quand il a pu le faire, il a fait venir le reste de sa famille. Ok, et pourquoi la région parisienne? Donc ça, tu l'as expliqué. Ouais. Et donc ton père a fait le même métier qu'il faisait en Italie? Il a fait le même en France? En Italie, il était agriculteur. En fait, il était fils d'agriculteur. En haut d'une montagne, il allait, et donc il a cherché finalement à trouver un autre type de travail pour pouvoir améliorer peut-être sa situation de vie, et c'est aussi pour ça qu'il est venu en France à un moment où on recherchait de la main-d'œuvre. Donc il est devenu carreleur. Il est devenu carreleur, un métier qu'il a appris sur le tard. C'était pas son métier d'origine. D'ailleurs, j'ai fait beaucoup de chantiers avec lui quand j'étais plus jeune. Voilà, donc un métier dur, très dur. Ouais, complètement. Non, mais c'est un vrai schéma classique qu'on voit dans l'immigration italienne, et même, je pense, dans d'autres schémas migratoires. Moi, mon grand-père, pareil, est arrivé tout seul en France, en passant par la Suisse, avec des amis à lui depuis les Pouilles. Sauf que lui, il a tiré un peu plus loin. Il est allé dans le nord-est de la France, un pays qui avait besoin d'énormément de main-d'œuvre, notamment dans le bassin sidérurgique.
Et pour la petite histoire, donc, il a commencé dans les mines de charbon, et il a tenu 2 mois. Il a tenu 2 mois parce qu'il s'est dit non mais moi j'étais paysan dans le sud des Pouilles, il faisait 35 degrés, je prenais le soleil, voilà le bronzage agricole comme paysan comme on dit, et je me retrouve à 300 mètres alors, ou pas, je sais pas, j'y connais rien, mais sous la surface du sol, à pas voir la lumière du jour, c'est pas possible. Donc il a quitté le bassin minier pour arriver à Metz, et là, de manière assez classique, c'est pas un cliché, il est arrivé il est devenu maçon en fait. Oui, bien sûr. Il est devenu maçon, c'était les seuls débouchés qui ne demandaient pas de qualification particulière à l'époque. Et puis lui, ça lui allait parce qu'il était dehors à l'air libre à longueur de journée. Et effectivement, à partir du moment où il s'est installé, il avait des revenus réguliers, il a fait venir mon père et ma grand-mère, quoi. C'est effectivement le même schéma que celui de mon grand-père. Est-ce que, alors permets-moi une question, est-ce que justement, est-ce que il a également construit et amélioré peut-être la maison qu'il avait sur place? C'est plus que ça. C'est plus que ça. C'est que évidemment. Donc très tôt ils ont voulu être propriétaires, puis en plus mon grand-père étant maçon, donc ils ont juste acheté le terrain et les fondations et les murs de la maison, mais après il a tout fait lui-même, et il a embarqué dans les travaux mon père, mes oncles, qui ont du coup eux-mêmes développé des grandes compétences en maçonnerie, ce qui est très, très utile, et ce qui fait que mon père lui-même, quand il a fait construire sa maison, il a fait appel à mon grand-père qui a tout fait. C'est génial. Et moi, pareil, j'ai participé à tout ça et j'ai développé moi-même une vraie passion pour. D'ailleurs, c'est étonnant quand j'en parle, mais moi j'adore le roi Merlin. Je peux y passer des heures. J'adore le bricolage, j'adore mettre les mains dans le cambouis, j'adore fabriquer des trucs, et ça me vient clairement de mon grand-père. Et ce que je trouve incroyable dans ce métier que faisait mon grand-père, c'est à l'opposé de ce que nous on peut faire dans l'environnement dans lequel on évolue, toi et moi, Fabrice, c'est que lui, il partait vraiment de zéro, quoi. C'est-à-dire, on va construire un immeuble, ok, on va construire une maison. Donc, c'est du tangible. Tu pars d'un terrain vague et tu vois ta construction. Tu vois la création de valeur au fur et à mesure. Et c'est tellement satisfaisant comme sensation de te dire, voilà, il n'y avait rien et j'ai construit ça. Alors que aujourd'hui, même si on sait que c'est pas aussi simple, nous c'est un peu moins palpable, ce qu'on construit avec le numérique et le digital. Tout à fait. Mais moi, ça m'a laissé en tout cas cette envie d'entreprendre autrement, c'est vrai, et dans des conditions quand même plus favorables, plus agréables au quotidien, parce que ce sont des métiers qui épuisent et qui abîment. Mais par contre, cette envie toujours d'entreprendre, de construire, c'est très clairement effectivement lié au métier, je pense, de mon père. Tu sens vraiment que c'est... J'ai besoin de construire et de développer et de rendre tangible l'intangible. Effectivement, le digital, c'est pas simple à appréhender, mais je partage effectivement. Et je suis aussi, j'ai ma carte de fidélité chez Leroy Merlin aussi. On est d'accord. On est d'accord. Alors avant de continuer, j'aimerais te faire réagir sur quelques idées reçues sur les Italiens. Alors est-ce que chez toi, dans ta famille, est-ce qu'on parle fort? Oui, ça parle fort, c'est vrai. C'est vrai, surtout quand on est tous en famille. Ça parle peut-être un peu moins fort quand on est en famille très restreinte, mais oui, les Italiens font un petit peu de bruit. Et je te confirme que même après avoir immigré, c'est quelque chose qui est resté au sein de la famille, hein, tout à fait. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est pas qu'une idée reçue. Non. Voilà, c'est vrai. Les Italiens parlent souvent avec les mains. Tu parles avec les mains, toi, Fabrice? Mais je ne sais pas m'exprimer autrement. D'ailleurs, lorsque j'ai pas mes mains, je suis moins bon à l'oral, je suis moins à l'aise à l'oral. Ouais, j'ai besoin des mains. Je le vois là d'ailleurs. C'est très compliqué. Pas forcément, mais Fabrice utilise beaucoup ses mains. Je suis complètement d'accord avec toi. Et il y a des gestes, même en fonction des régions, c'est des gestes qui ont une vraie signification. Oui. Et d'ailleurs, en faisant quelques recherches, il se trouve que au quotidien, les Italiens utilisent plus de 250 de ces gestes pour exprimer
c'est vrai, parfois de façon très subtile, ce qu'ils veulent dire et ce qui n'est pas forcément toujours prononçable avec des mots. 250 signes. C'est un vrai langage des signes alternatif. Mais ça vient d'où ça? Parce que est-ce que ça vient parce que j'ai pas vécu en Italie. Par contre, voilà, est-ce que c'est quelque chose qu'on a dans nos gènes ou est-ce que c'est finalement en regardant les autres faire que il y a cet effet de mimétisme, mais Ouais, voilà, après sans faire de psychologie de comptoir, mais c'est vrai qu'il y a toujours un côté théâtral dans la façon dont les Italiens s'expriment. Oui. Même regarde dans la langue, c'est très chanté, c'est très limite. Des fois, tu as envie de te dire, mais ils surjouent, c'est pas possible. Donc pour tout et n'importe quoi, tout est voilà, tout de suite, ça prend des proportions. Et le fait d'utiliser ses mains peut-être participe à cette théâtralité dans la manière de s'exprimer. Bon voilà, une fois qu'on a dit ça, encore une fois, on n'est pas du tout des professionnels. On partage qu'un regard très personnel. Voilà, c'est ça. Et les Italiens font à la messe tous les dimanches, vrai ou faux? Alors, c'est sûrement. Alors, c'est vrai pour une partie de ma famille. Je sais qu'en Italie, en tout cas, pour la partie qui est restée en Italie, j'en ai certains qui tous les dimanches font à la messe. Je sais que ma maman me poussait quand j'étais plus jeune à y aller, mais dans la réalité, en tout cas pour la famille qui est en France actuellement, on le fait pas. Ouais. Même s'il y a des grands moments où on souhaite y aller quand même, notamment à Pâques, ou notamment, en tout cas les rameaux, c'est quelque chose d'important également. Donc je sais que c'est au moins ces moments-là qui étaient suivis et respectés par ma famille. Ouais, c'est vrai. Alors pour un chiffre à ce sujet, 30% de la population italienne va à la messe tous les dimanches. C'est énorme. C'est énorme. En France, c'est 5% seulement. Donc il y a une vraie habitude, même si 30% c'est pas 100%, mais ça reste quand même une part très importante. Moi pareil, moi tous les dimanches, alors qu'il y avait téléfoot quand même, dimanche matin. Automoto, téléfoot, c'est compliqué. Hein. On m'obligeait à la messe, c'était un calvaire, et donc arrivé à 15-16 ans où on était un peu en opposition avec ses parents, j'ai enfin réussi à leur dire non mais c'est bon là. Là moi je préfère regarder téléfoot ou faire la grasse mat parce que tu commences à sortir le samedi soir. Mais j'ai quand même de très bons souvenirs, notamment de messes en italien. À la cathédrale de Metz, j'ai souvenir qu'il y avait quelques offices en italien et c'était super agréable. C'était super agréable et pour le coup, j'y allais vraiment avec beaucoup de plaisir. De la même manière, mais en fait, ces messes en italien, moi, je les ai plutôt vécues en Italie à l'occasion de mes séjours là-bas. Et j'y prenais également plaisir parce que c'était un petit peu différent, c'était une autre manière de faire. Et puis j'y allais notamment lorsque il y avait les fêtes de village, donc le saint du village qui était fêté, et avant ça il y avait la messe avant. Donc voilà, ça faisait partie aussi du cérémonial, et puis le fait aussi de changer complètement d'univers et de mon quotidien en région parisienne. Il y a une vraie culture de la procession aussi en Italie qu'on a perdu en France. Alors moi je suis d'origine italienne, je suis né en Corse où là aussi on a encore cette culture de la procession, et c'est une vraie fête dans tout le village quoi. Hein. C'est vrai, complètement. Alors la famille, Fabrice, tu as des frères et sœurs? J'ai une sœur, elle s'appelle Paola. Oh. Alors pour le coup, Paola a eu le droit à son prénom. Paola l'a eu. Ouais. Et oui, j'ai une sœur. Moi-même, je suis marié et j'ai 2 filles. Mes 2 filles sont très attachées comme moi à cette double culture et donc également à la culture italienne. Depuis toute petite, en fait, elles vont en Italie avec mes parents, puisque mes parents nous ont emmenés également depuis qu'on est né. Hein. Chaque été, c'était... tous les étés, on ne se posait même pas la question. Je crois qu'il y a très très peu d'étés, je pourrais les compter sur les doigts d'une main où je n'y suis pas allé. Ils me laissaient même là-bas dès le mois de juillet chez mes grands-parents. À l'âge de 3 ans, ils ont dû m'y laisser 6 mois aussi parce que j'avais besoin, alors peut-être pour des petits problèmes de santé à l'époque, d'être plutôt au grand air, et donc ils en ont profité pour le faire. Et donc on a reproduit le modèle également avec, mon épouse et moi qui est française, mon épouse, on a reproduit le modèle avec mes filles, et aujourd'hui ma plus grande est bilingue. Elle a cette double culture et elle écoute les playlists de chansons italiennes. Enfin, c'est un truc incroyable, et elle parle mieux que moi italien d'ailleurs, hein, parce que moi je l'ai appris avec le dialecte plutôt de ma région. J'avais pas pris de cours, elle a eu la chance d'avoir des cours. Voilà, donc je trouve ça génial d'avoir cette double culture qui a été aussi suivie par mes filles.
Allez, bah tiens, on en profite, je voulais faire ça plus tard, mais je t'entendais parler de playlists Ouais. italiennes, donc y compris de musique actuelle. Alors c'est ça, elle écoute aussi des Elle musiques écoute les deux, italiennes actuelles et anciennes. Ok. Les films, lorsqu'il y a un film italien qui passe sur Canal, toute la famille le regarde en italien. Ok. Autant que faire se peut sans sous-titres parce que ça nous perturbe sinon lorsqu'on regarde le film. Mais bon, il faut que je pense quand même à mon épouse qui est pas, elle, bilingue encore italien. Ah oui. Mais quand on peut, effectivement, on le regarde sans sous-titres. Ok, également. donc on va parler de musique, Fabrice. Allez, on y va. Allez, alors c'est quoi pour toi la chanson qui te transporte directement en Italie? Alors moi, c'est une chanson, alors je devais être ado quand je l'ai entendue pour la première fois. Je pense qu'il avait gagné Sanremo avec. C'est une chanson de Eros Ramazzotti, c'est Una Ouais. storia importante. Ouais. On va pas pouvoir l'écouter beaucoup, non, je crois non. que c'est 10-15 secondes avant qu'on se fasse stopper par la patrouille. Non, mais là, avec les premières notes, me transporte effectivement dans cette deuxième culture et j'ai eu la chance de voir Eros Ramazzotti à un concert. Ah oui. C'était au Zénith, oui, je crois. Et j'étais avec ma sœur à l'époque et ouais, on était encore ados. Hein, et ce qui était drôle, bon, il y avait toute la communauté italienne qui était là forcément. Lui, je me souviens qu'il essayait, étant en France, c'est normal finalement de faire plaisir également à ses fans français en parlant un peu français. Et immédiatement, tout le monde sifflait, on voulait ressentir plutôt l'ambiance italienne à ce moment-là. Enfin, en tout cas, c'était assez fort. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Ouais, je suis assez d'accord. Moi j'assume complètement ces chansons italiennes enfin voilà, quand tu les écoutes ici, les gens comprennent pas, ils disent mais c'est quoi, c'est ringard, c'est kitsch, etc. Alors moi, j'en ai rien à faire. Je suis comme toi. Je crois qu'il y a un autre morceau. Hein. Allez, un autre morceau. Alors, inavouable. Moi, je te soutiens. Il est peut-être plus inavouable celui-ci, mais pourtant, voilà, il est très représentatif, en tout cas, des années, pour moi, 80, tel que je les ressentais à l'époque quand j'étais plus petit. C'est une chanson de Toto Cotugno, c'est l'Italiano. Lasciatemi cantare con la Moi, je te chitarra suis là-dessus. in Et mes filles mano. savent la chanter. Enfin, Lasciatemi pourtant, elle est jeune. cantare, sono un italiano. Ouais, je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord avec toi. J'ai des grands classiques. Et c'est vrai que quand on parle de musique, on a aussi des souvenirs de grandes fêtes en famille. Nous, on adore ça dans cette culture italienne, notamment à Noël. Alors, je sais pas si toi c'est le cas, mais moi, les fêtes de Noël, ça finit à 5h du mat en jouant au 7 Metz et à la Scope. Que tu dois connaître, oui, bien hein. sûr, bien sûr. Voilà, et en mangeant des noix et des clémentines. Et moi, ça dansait. C'est-à-dire que ma grand-mère dansait du rock italien jusqu'à 5h du mat C'est à extraordinaire. Noël. Et c'était Ouais. incroyable. J'ai des souvenirs de tablés. C'était du grand n'importe quoi. Il y avait à manger pour. Le pour- nombre pour de 18, plats. Ouais. Alors, C'était assez proche. Et le lendemain, même le jour de Noël, on pouvait rester mais des heures à table. Enfin, Complètement. D'ailleurs, je le vis un petit peu moins aujourd'hui, puisque la famille, effectivement, est Ouais. peut-être un peu moins grande. Mais oui, c'était des souvenirs incroyables. Mm. Des heures passées à table, à manger, et puis effectivement, faire la fête. Ouais. Ouais, et puis on adore ça. Ouais. Il y a toujours un truc à raconter, à manger, des cartes à jouer, enfin des jeux avec des petits centimes. Je sais pas si tu joues avec ça. Ouais. Et mes premières petites copines que j'ai amenées au repas de Noël, je me disais mais vous êtes des grands tarés. Vous êtes des gros tarés, mais comment vous pouvez rester 8 heures à table comme ça? Et moi, je voyais juste pas le problème, en fait. Non, ça fait, bien sûr, c'est des moments de plaisir. C'est vrai que, et mon épouse, pareil, effectivement, les premières fois en famille. Et puis maintenant, elle est nostalgique de ce temps-là qu'on fait peut-être un petit peu moins aujourd'hui. C'est vrai que, bon, c'est peut-être ton cas aussi, mais quand tu as la génération des grands-parents qui font le lien quand même avec tout ça, c'est vrai que quand ils disparaissent, c'est un peu plus difficile de reprendre le flambeau. Mais tu essaies quand même de le refaire. On essaye, mais après, effectivement, c'est plus compliqué qu'avant d'avoir ces grandes réunions de famille. Depuis la disparition effectivement des fondateurs de ça, en tout cas des grands-parents. On le retrouve un petit peu encore aujourd'hui, néanmoins en Italie, l'été, lorsque j'y vais. On a la chance finalement qu'une grosse partie de la famille habite dans la même rue. Enfin, c'est un truc. Ouais. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'avant, je trouvais ça
sympa et en même temps, quand j'étais ado, il fallait qu'on s'arrête dans chacune des maisons pour dire bonjour, tu vois. Donc, et aujourd'hui, ça me manque un peu, ça, effectivement, de sentir voilà, cette communauté qui s'entraide toujours d'ailleurs. Hein, c'est ça qui est assez extraordinaire. Et donc, je retrouve encore ce côté-là où cette famille se réunit et fête ensemble, mais plutôt l'été quand j'y vais en vacances. Ouais. C'est vrai que c'est étonnant d'ailleurs, parce qu'autant sur des fêtes de Noël, on peut passer des heures à table et jusqu'à très tard dans la nuit. Autant les mariages, c'est complètement différent. C'est-à-dire que moi, tu connais ça très bien, mais les mariages en Italie, généralement la cérémonie est plutôt le matin, le repas le midi. Après, bon, il se passe des choses l'après-midi, mais à minuit, on coupe le son, on coupe les lumières, il ne se passe plus rien, tout le monde rentre chez soi. Alors qu'en France, voilà, mariage, c'est 5-6 heures du mat. Oui, c'est plutôt le soir qu'on dîne. Ouais, c'est plutôt le soir. C'est moins le midi. Effectivement, c'est des mariages un petit peu différents. Ouais. C'est vrai. Alors, Fabrice, tu habites à Paris, en région parisienne. C'est quoi ton adresse de resto à Paris? Tu peux en avoir plusieurs d'ailleurs. Alors en fait, j'en ai une en tout cas qui est à côté du village. Donc le village, c'est à Paris, il est rue La Boétie. Et dans une rue à proximité de rue La Boétie, il y a un restaurant qui s'appelle c'est Napoletano. Et c'est tenu par des Italiens, ça parle italien, il y a la radio italienne, il y a les chaînes italiennes. Et quand j'arrive là, alors que je suis en plein Paris, en plein cœur du 8e, tout d'un coup, je suis transporté le midi. Et au-delà de l'ambiance, c'est en plus super bon, quoi. C'est-à-dire que la pizza, elle est extraordinaire, les pâtes sont extraordinaires, tout est fait vraiment comme je mange en Italie, hein, voilà. Donc, et ça, c'est précieux parce que c'est pas simple de retrouver tout ça dans tout la somme, mais celle-ci, en tout cas, voilà, Napoletano, je crois que c'est avenue Franklin Roosevelt, juste à côté. Je mettrai le nom du resto et l'adresse dans le descriptif. Ouais. Pas de code promo pour... J'aimerais bien avoir des codes promo. Je négocie habituellement des codes promo pour mes startups d'ailleurs, mais là, non, pas celui-ci, j'ai pas réussi. Alors où on se parle, les restos sont évidemment encore fermés, mais évidemment on ira leur rendre une petite visite quand les restos rouvriront. Fabrice, est-ce que tu as dans ta jeunesse ou même un peu plus tard une anecdote ou un moment dans ta vie où tu as vu que ta culture italienne s'exprimait et qu'il pouvait y avoir peut-être des différences de perception avec d'autres personnes qui n'avaient pas forcément le même background, on va dire. Il y a plusieurs choses. La première, c'est étant petit, quand j'étais petit, moi mes grands-parents, je les appelais nonno et nonna. Et mais pour moi, c'était même les Français devaient appeler leurs grands-parents comme ça, tu vois. Donc quand je me retrouvais à l'école, ça m'est arrivé certaines fois de ne pas de penser que c'était comme ça qu'on appelait ses grands-parents en France. Et donc voilà, donc ça c'est premier étonnement où je me suis senti un peu mal à l'aise à un moment donné parce qu'en fait j'exprimais des choses que les gens ne comprenaient pas, enfin que mes copains ne comprenaient pas. Ensuite, ce qui était peut-être un petit peu complexe, je trouve, à gérer quand on était ado, c'était de savoir se positionner. C'est-à-dire que en France, j'étais plutôt vu comme un Italien, mais sans critique. Et en Italie, j'étais plutôt vu comme un Français. Et donc, et finalement, je savais pas trop comment me positionner. Et puis moi-même, finalement, quand j'étais en Italie, que je pouvais entendre certaines fois des critiques sur les Français, je prenais la défense de la France. Et inversement, quand j'entendais effectivement parler négativement certaines fois de l'Italie, je pouvais prendre le relais. Donc vraiment, je pense que quand on est issu de deux pays, finalement, on ressent les choses, on défend les deux. Enfin, on fait pas de différence. Alors, on peut en faire certaines fois, mais quand on en fait, c'est toujours de façon bienveillante. Mais voilà. Donc ça, étant plus petit, j'ai pu vivre ça. Après, forcément. Dès qu'il y avait des compétitions sportives, on pouvait avoir quelques railleries les uns vis-à-vis des autres et inversement. On ne peut pas parler du sport avec un Italien. Attaquer les sujets sensibles. Attaquer les sujets sensibles. Ça, c'est un sujet sensible, je suis d'accord. Ouais. Allez, on y va. Tu sais que je t'avais préparé une question piège. Ouais, vas-y, alors. Bon, Euro, pas 2020, mais 2021. Tu essaies de te transposer. Superbe parcours de l'équipe de France. Superbe parcours de la Squadra Azzurra. Finale France-Italie. On supporte qui? Fabrice Marcella supporte qui? Alors,
Dans toutes les compétitions, je supporte les deux, mais néanmoins, En même temps. mais en même temps, non, une finale France-Italie. Allez, dis-le. Non, mais N'ose pas le dire, non, n'ose pas. France-Italie, je suis pour l'Italie, mais parce qu'en fait, j'ai été baigné là-dedans, notamment par mon père, qui lui, donc était né en Italie. Et puis, moi, j'étais un fan de Maldini, Del Piero, Pirlo, enfin, Inzaghi, enfin, tous ces, je les trouvais beaux, je trouvais le maillot extraordinaire, je trouvais que le jeu était superbe. Voilà, et donc mais sinon, je suis toujours bien sûr pour la France, bien sûr. Mais là, le France-Italie, c'est horrible pour moi. Je ne veux pas de France-Italie. Je ne peux pas. Mais sachez une chose, c'est que Il y en a eu il y en a eu quelques-uns, hein, et des durs, et des durs. Et puis souvent, c'est la France qui gagne d'ailleurs. Hein, voilà. Finale en 2000 et finale en 2006. Ouais. Alors, en tout cas, mes filles alors je mets le drapeau français et italien sur leurs joues. Elles sont vraiment gagnantes à tous les coups, quel que soit j'allais dire l'entreprise, n'importe quoi, quel que soit le pays qui gagne. Voilà, mais voilà. Et moi, je suis aussi la Formule 1. La Formule 1, enfin, il y a que Ferrari pour moi, quel que soit le pilote. Il faut que ce soit Ferrari qui gagne. Tu as regardé Le Mans 66 du coup Oui, j'ai regardé Le Mans 66 également. Oui. Voilà, c'est toute une. J'ai été baigné là-dedans. Hein, on se refait pas. Et pareil, alors là, c'est pas du sport. Je me confie un peu, mais moi, je suis un fan de voitures italiennes. Et de voir aujourd'hui ce que sont devenues les voitures italiennes, voilà, ça me fait mal au cœur. Alfa Romeo est en pleine renaissance. Ouais. Je pense que c'est un très bon rapprochement, notamment avec PSA, peut-être pour redonner un nouvel élan, en tout cas, à ces voitures. J'ai eu le Stelvio quand il est sorti, j'étais sûrement l'un des premiers clients à l'acheter, quoi. C'était déjà un renouveau d'Alfa Romeo. Ouais. Explique-nous ce que c'est. Le Stelvio, c'est le SUV qui a été sorti par Alfa Romeo il y a maintenant peut-être 2-3 ans. Il y avait, ça y est, j'ai oublié le nom de la berline qui est sorti, et le Stelvio qui vraiment était qui est toujours d'ailleurs une belle voiture haut de gamme, enfin proposée, avec un très très beau moteur, des très belles finitions. Enfin voilà, je vous invite à aller voir ce que c'est le Stelvio, c'est une très belle voiture. Mais qui reste encore un peu confidentielle en France, quoi. Alors que voilà, elle se développe assez rapidement, notamment en Italie. Ok, et pour revenir sur le foot, oui. tu supportes aussi des clubs au-delà de l'équipe nationale? Je supportais avant. Quand j'étais ado, j'adorais la Juve notamment, donc j'étais pas forcément un supporter de l'équipe de ma région, j'étais plutôt supporter des plus belles équipes italiennes. J'adorais aussi le Milan AC. Voilà. Alors c'est vrai que depuis que toutes ces équipes finalement sont plus des équipes avec les meilleurs joueurs du monde, mais de tout pays, je me sens moins concerné. En fait, je m'identifie beaucoup moins. Donc c'est vrai dans toutes les équipes, qu'on soit en France ou en Italie aujourd'hui, finalement. Voilà, c'est des équipes qui sont pas forcément représentatives, je trouve, suffisamment en tout cas de la culture d'une région ou d'un pays. Donc je me projette beaucoup moins. Je me projette davantage dans les équipes nationales, et c'est pour ça que je regarde davantage effectivement les Coupes du Monde et autres Euros. Hein. Je pense que c'est pas mal lié aussi à nos parents et grands-parents. Finalement, l'amour d'un club, ou quand on supporter un club, c'est souvent quelque chose qui nous vient des générations précédentes. Et enfin, moi, en ce qui me concerne, c'est vrai que mon grand-père ne suivait pas spécialement un club de sa région. Bon, déjà, parce qu'il est né dans les Pouilles, originaire des Pouilles. Et, bon, à part Bari, qui a eu des 16 heures de gloire, mais dans sa région vraiment à lui, très proche de là où il est né, il n'y a pas non plus de club qui a joué la Coupe d'Europe ou qui était champion. Et c'est vrai que moi, j'ai pas de préférence non plus pour des clubs. Ouais. Et pour revenir au village Baïséa, Fabrice, tu nous disais que donc, tu avais ouvert 2 villages Baïséa en Italie. Alors, c'est le fruit du hasard, ou tu penses que
quand même, le fait que tes origines ont quand même favorisé l'ouverture de ces deux villages baïséens en Italie. Alors, je précise, hein, j'en suis pas moi à l'initiative. En fait, c'est aussi parce que le Crédit Agricole est fortement implanté aujourd'hui en Italie et que la démarche des villages s'inscrit également dans la proximité que peut avoir la banque également avec les territoires. Et donc, compte tenu de la présence aujourd'hui en Italie, le projet, en tout cas italien, porté par Gabrielle, là, qui est mon homologue en Italie, c'est elle qui a porté ensuite le projet sur Milan. Elle est venue me voir à plusieurs reprises, on s'est naturellement bien entendu. Et donc, elle a poussé ça. Et donc, voilà d'où vient en fait plutôt l'initiative. Mais là où je suis, moi, extrêmement content, c'est que grâce à elle, en fait, j'ai pu vivre une expérience professionnelle italienne. C'est-à-dire, jusqu'à présent, je n'avais pas eu l'occasion de le faire. Mais en travaillant avec elle, ça m'a permis de pouvoir aussi un petit peu toucher du doigt ce qu'est l'expérience professionnelle en Italie. Elle-même est venue notamment avec son écosystème italien, ces journalistes italiens à Paris, au village de Paris, auprès desquels j'ai pu présenter en italien. C'était un vrai challenge, et peut-être une souffrance pour eux, je ne sais pas, mais ce qu'est le concept du village. J'ai eu la chance aussi d'aller faire l'inauguration du village à Milan, où j'ai pu à ses côtés également m'exprimer auprès de son écosystème entrepreneurial italien. Elle m'a invité il n'y a pas longtemps aussi à faire le débrief du CES de Las Vegas, même s'il était en digital cette année, mais de le faire en italien. Voilà, donc grâce à elle, en fait, j'arrive à vivre cette expérience-là. Et ma plus grande fierté, c'est que en ayant présenté le village auprès de la presse italienne, je me suis retrouvé cité en italien dans la presse écrite italienne. Donc j'en étais ultra fier. J'ai pu l'envoyer à toute ma famille en Italie pour qu'elle puisse... Ils ont écrit Fabrice ou Fabrizio? Non, ils ont écrit Fabrice. C'est Fabrice, mais bon, même si j'ai essayé de leur glisser dans Fabrizio, mais bon, après, c'est trop tard, mais voilà. Ouais. Et tu as pu côtoyer des entrepreneurs, des start-upers locales dans ces villages? Oui, bien sûr. Alors déjà, moi, j'ai une start-up italienne milanaise qui est aussi au village parisien. Lors du CES de Las Vegas, en fait, il y a tout le mouvement French Tech, c'est vrai, mais il y a aussi une forme de mouvement Italian Tech. Oui, c'est vrai. Et donc, on emmène également des startups italiennes. Donc oui, bien sûr, pareil sur le Vivatech, j'espère qu'il aura... Alors Vivatech, hein, c'est un peu le CES de Las Vegas, mais à Paris. Et j'espère que cette année, il va pouvoir se tenir. Mais donc on a nos startups, et il y a des startups italiennes qui sont là aussi sur nos stands. Donc oui, et donc ça me permet moi également d'échanger avec eux en italien, d'apprendre à parler l'italien professionnel. C'est-à-dire que oui, je sais sans problème me débrouiller au quotidien, mais de parler d'un point de vue professionnel, ça change, c'est plus tout à fait le même vocabulaire. Et tu as remarqué des différences dans d'état d'esprit, dans la façon de travailler, dans la façon d'innover, entre des entrepreneurs français ou italiens? Je ne sais pas si j'ai ce recul-là et cette objectivité-là pour pouvoir y répondre, parce que naturellement, j'idéalise un petit peu finalement toutes les fois où je côtoie un entrepreneur italien et je me dis c'est génial ce qu'il fait. Et donc, je n'ai pas encore cette part d'objectivité-là. Toutefois, on sent qu'ils sont dans une démarche très proche de la nôtre. Avec cette envie très forte en tout cas d'entreprendre, d'innover, de se rapprocher également des grands groupes. Si aujourd'hui le village baïséen Milan fonctionne, c'est bien parce que cette culture-là de l'entrepreneuriat est en train de se développer également très fortement en Italie. Poussé également davantage par l'État. Ce qui nous a fait aussi émerger en France, c'est tout le mouvement French Tech qu'il y a eu. Enfin, il y a une dynamique assez forte il y a 6-7 ans, et qui arrive très fortement également en Italie aujourd'hui. Donc voilà, moi c'est vrai que quand ils arrivent, je les accueille toujours les bras ouverts, parce que voilà, il y a ce côté un peu nostalgique que je peux avoir encore aujourd'hui. Ok, très bien. Allez, on va conclure en parlant de bouffe, parce que bon, vous savez, on adore ça, hein. Bon, déjà un petit quiz. Allez, on va tester tes connaissances en cuisine italienne. Alors, vrai ou faux, les pâtes sont un accompagnement? Alors, par accompagnement, tu entends quoi? C'est le fait d'avoir des pâtes qui accompagnent de la viande, par exemple. Ouais. Faux. Ah, très bien. Très bonne réponse. Un primo piatto. Exactement, c'est vrai que les Italiens s'étouffent quand ils voient nos menus en France.
côte de bœuf avec des pâtes, etc. Donc non, c'est vrai qu'en Italie, les pâtes se mangent seules. Mais d'ailleurs, quand tu vas dans un resto, bah, tu as le premier plat donc, qui est souvent un plat de pâtes, et puis ensuite tu as un deuxième plat où tu as une viande et un légume. Souvent une viande d'ailleurs avec des pommes de terre, mais normalement c'est une viande et un légume. Mais d'ailleurs, moi je cale dès le premier plat. Complètement. J'arrive pas à prendre un deuxième plat, c'est compliqué. Hein. Complètement. Allez, un peu plus technique la deuxième. Oula. On peut mettre de la crème ou du parmesan pour rendre un risotto plus crémeux. Alors je pense que c'est vrai, mais je suis pas aussi convaincu de ma réponse que pour la première. Ouais, tu as bien fait d'avoir un doute parce que c'est faux. Pareil, c'est un sacrilège pour les Italiens de rajouter de la crème ou du parmesan, tout simplement parce que le risotto devient crémeux avec l'amidon du riz de Je manière pas suffisamment observé assez ma maman. naturelle. Allez, et une dernière, on peut mettre du parmesan sur ses lasagnes pour les faire gratiner. Alors ma mère le fait. Et elle fait bien. Et elle fait bien. Elle fait bien. Non, le vrai sacrilège, c'est de mettre qu'on appelle ça, de l'emmental râpé. Ah non, ne me parle pas de ça. Non, certains le font. J'en ai vu même avec de la béchamel. Moi, Non, ça aussi. Non, ça faut pas faire ça. Et même sur la pizza, jamais grillé, c'est pas possible, quoi. Tu peux mettre du parmesan, mais tu peux aussi mettre de la mozza. Écoute, Oui. J'ai jamais vu ça, mais j'ai lu ça. Sur quoi Sur la. Sur les lasagnes. Oui, tu peux mettre de la mozza sur les lasagnes. Oui. Ouais. Effectivement, ça, Ça se fait. Ouais. Voilà. Ouais. Bon, allez, pour conclure, c'est quoi ton plat, toi, ton plat favori, ton plat Mais italien favori? En fait, tu viens d'en parler. Enfin, j'en ai deux. Moi, la pizza, sans rien dessus, juste de la sauce tomate avec un petit peu d'ail. C'est extraordinaire à manger, c'est super bon. Et puis ensuite, les lasagnes de ma maman. Et je ne peux en manger nulle part ailleurs. Jamais ça a été au même niveau, quoi. C'est pas possible. Donc les lasagnes de ma maman. Alors tu sais, pour revenir sur les pizzas, on a tendance à penser que les Italiens sont des gros mangeurs de pizza, alors que non. Les Italiens ne mangent pas plus de pizza que les autres, et j'ai vu cette stat improbable. C'est finalement en France qu'on mange énormément de pizza, bien plus qu'en Italie. Et les Américains aussi en mangent énormément. Donc, c'est. Moi aussi, j'ai une question piège pour toi. Allez, vas-y. Je peux? Est-ce que tu sais ce qu'est una pizza da mille? Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça? Et alors, aujourd'hui, on le dit plus comme ça. Je te laisserai, je t'ai le droit de pas savoir, hein, mais moi, je me souviens petit, en fait, que donc dans les boutiques, les commerces qui vendaient des pizzas, tu pouvais commander une pizza pour 1000 liens. Et donc c'était une part de pizza, c'était una pizza da mille, donc ça se dit plus aujourd'hui, en tout cas c'est la pizza al taglio, tu peux avoir des morceaux de pizza coupés pour pas cher. Oui, ça bien sûr. D'ailleurs, je sais pas toi, mais moi, ma grand-mère, quand elle faisait ses pizzas, elle en aucun cas elles étaient rondes. Les pizzas de ma grand-mère étaient rectangulaires. Ouais. Et quand tu achètes au four à pain, au four, four normal, four normal. Ouais. Elle faisait elle-même sa pâte, sa préparation, son fond de pizza qui était juste à tomber par terre. Tu pouvais le manger comme ça en salade tellement c'était incroyable. Et effectivement, j'ai des souvenirs, moi gamin, de pizza à la part. Tu payais ça, mais rien du tout. Quoi. Misère. Et tu manges ça, déjà tu avais plus faim parce que c'était super copieux. Bon. Super bon. Et bien sûr. Mais tu sais, tiens, on enregistre aujourd'hui, on est vendredi, et ma femme a appris auprès de ma mère à faire des pizzas, faire la pâte, et le vendredi soir à la maison, c'est pizza. Donc je sais que ce soir, j'aurai une bonne pizza faite, en tout cas dans les traditions. T'as bien de la chance. Voilà. T'as bien de la chance. Bon, c'est le moment de conclure. Fabrice, j'étais super content de t'avoir pour ce premier épisode. Ravi de t'accueillir. Ravi également. En tout cas, c'était un super moment. Ça m'arrive très rarement d'avoir ce type d'échange. Et c'était un échange très agréable pour moi, en tout cas, qui me donne envie d'entendre les épisodes prochains que tu vas enregistrer. Bah oui, j'espère bien que cet épisode va en appeler beaucoup d'autres. Fabrice, on se donne rendez-vous dès l'ouverture des restaurants dans ton adresse favorite, juste à côté de la rue de la Boétie. Et voilà, merci à tous de nous avoir écoutés. J'espère que ce premier épisode vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos remarques, vos commentaires via Twitter et tous les réseaux. Je suis
accessible et je vous dis à très bientôt. Merci.